Merci d'être venu en cette heure un peu tardive, les gens que j'ai fait venir. Je vais vous proposer quelques retours d'expérience, enfin un retour d'expérience sur 10 ans de service en logiciel libre à Auslandia. C'est évidemment en 20 minutes loin d'être exhaustif. Il faudrait quelques jours pour expliquer un peu tout ce que ça représente. C'est une expérience personnelle aussi, c'est un partage parmi d'autres, ça n'a pas vocation à être un modèle, mais c'est des choses que j'aurais bien aimé entendre quand j'ai commencé à créer mon activité, donc que ça serve à d'autres aussi. Il y a quelques éléments qui sont particuliers au contexte logiciel libre, mais la majorité ne sont pas forcément spécifiques. Tout d'abord, et très rapidement pour me présenter, je suis ingénieur INSA en maths appliquées, avec des facilités en informatique au démarrage, c'est important à retenir pour la suite. J'avais 2 ans d'expérience pro avant de créer Auslandia avec un autre associé, j'avais 29 ans à l'époque, et donc j'ai créé cette société en 2009. On est en ce moment 26 personnes, une grande majorité d'ingénieurs, c'est important aussi, et on fait du système d'information géographique open source, donc tout ce qui est lié à la donnée qu'on peut rattacher au territoire. C'est du système d'information en général, mais avec une particularité un peu plus spécifique de cet aspect carto. On a un positionnement d'expertise technique et on a eu la particularité d'être à 100% en télétravail depuis le démarrage de l'entreprise, donc bien avant le Covid. Et c'est quelque chose qui est aussi au cœur de notre fonctionnement. L'open source, comme vous pouvez le voir dans Auslandia, OS de Auslandia, c'est open source, donc c'est au cœur de notre activité aussi. On est un pure player, on a une structure organisationnelle qui ressemble au modèle de l'open source, et c'est aujourd'hui ce qu'est Auslandia. Donc, comment on fait, c'est quoi l'histoire un peu de l'activité d'Auslandia, comment ça a été fondé? La première étape, c'est d'abord trouver un créneau quand on démarre dans un business open source. Il faut trouver la chose qui va être intéressante, sur laquelle on va se concentrer. Par exemple, un outil open source qu'on connaît bien et qui est une bonne dynamique, ou un secteur, un domaine métier qu'on connaît et qui a une dynamique également. Il y a 3 éléments clés qui sont strictement nécessaires, les compétences, l'appétence et le marché. Il faut un savoir-faire, il faut avoir envie de le faire, c'est important aussi, parce que des fois on sait faire des trucs mais on n'a vraiment pas envie de les faire, donc faites-le pas. Et il faut avoir un marché aussi, parce qu'il y a des trucs qu'on adore faire, qu'on sait très bien faire, mais que personne ne veut acheter, et puis à un moment donné il faut manger à la fin de la journée, donc il faut aussi qu'il y ait un marché en face. Pour Auslandia, on a commencé l'activité autour de PostGIS, c'est un plugin autour de PostgreSQL, donc côté base de données avec la partie carto. C'est ce qui a démarré notre activité. On avait les compétences pour ça, on avait de l'appétence pour le faire, et il y avait un marché qui était porteur à ce moment-là. C'est mieux si c'est un domaine qui est intéressant et motivant pour nous, en tout cas au démarrage. La partie cartographie, SIG, c'était un facteur de motivation. Il y a des applications qui sont utiles, qui ont quelque chose de bénéfique aussi à la société, en grande majorité en tout cas. La géographie, ça ne sert pas qu'à faire la guerre, loin de là. Donc il y a des applications qui donnaient du sens, et j'en reparlerai, à ce qu'on faisait au quotidien. Également, on a commencé Auslandia avec des clients existants. Donc, on avait directement des clients qui ont signé dès le démarrage, qui n'est pas toujours le cas quand on monte une start-up ou quand on crée une structure, parce qu'il y avait une grosse demande sur PostGIS, parce qu'il n'y avait pas encore pas tout à fait de prestataires centrés uniquement sur PostGIS, même s'il y avait déjà des prestataires compétents dans ce domaine, et il y en a dans la salle. Mais en France, en tout cas, il y avait plus de demandes que d'activités. Donc, on avait le marché, on avait le savoir-faire, et on avait aussi envie de le faire. Ensuite, il faut choisir un business model, élaborer son business model, parce que quand on est dans l'open source, on ne va pas directement vendre des licences. Le nôtre, et je parle que ici des structures qui sont basées sur un modèle de service. Donc on est une entreprise, une ENL, on appelle ça maintenant, les entreprises du numérique libre classique. Qu'est-ce qu'on vend? On vend du temps de cerveau d'ingénieur, globalement. On va vendre de l'intelligence, on va vendre du temps passé. On va vendre ça à nos clients pour réaliser des projets dans le domaine dans lequel on a de l'expertise.
C'est un modèle économique, c'est pas le seul, et je vais pas raconter tous les modèles économiques qu'il peut y avoir autour de l'open source. Ce modèle économique-là, il est basé sur un cercle vertueux qui est, si on part d'un endroit, on a de l'expertise, une expertise qui est assez forte. On va la vendre en général assez cher, puisque c'est une forte expertise. On va donc vendre ça à des clients, tout en vendant le service autour du logiciel libre. Le fait de vendre cette expertise chère, ça va nous permettre de faire de la marge, qui va nous permettre de faire de l'investissement, de l'auto-investissement sur les briques open source, sur les composants open source qu'on vend à nos clients, et faire de la R&D, de l'innovation autour de ces composants-là. Ça va nous permettre de rester à l'état de l'art de ces solutions-là, et donc de justifier notre expertise, et donc de justifier nos tarifs. Et ça, c'est le cercle vertueux du modèle de service en open source. Donc ça fonctionne très bien. Il y a plein d'entreprises qui sont basées là-dessus. Nous, on est entièrement une boîte de service, mais il faut savoir qu'il y a d'autres modèles. La partie recherche et développement, c'est quelque chose qu'on a développé aussi dès le démarrage. Je viens de le dire, dans ce cercle vertueux, il y a un moment donné, il faut faire de l'innovation pour rester à l'état de l'art, pour être capable de justifier le fait qu'on ait de l'expertise, qu'on ait des tarifs qui sont élevés. Et donc la recherche et développement, c'est inhérent au modèle économique de service en logiciel libre. Et sans R&D, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'innovation de R&D ? On va perdre de la compétence et on va rompre ce cercle vertueux qui va devenir un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on va perdre de la compétence. Du coup, si on perd de la compétence, on va avoir plus de concurrence. Qu'est-ce qu'on fait si on a plus de concurrence ? Soit on perd des marchés, soit on baisse nos tarifs. Si on baisse nos tarifs, on fait moins de marge. Si on a moins de marge, on ne peut plus faire de R&D. Et là, le cercle vicieux se met en place. Et puis à un moment donné, la boîte, elle ne marche plus. L'avantage de faire de la R&D, c'est qu'aussi, on peut rentrer dans des cadres de financement de la R&D. Donc, il y a des aides publiques qui existent. Et puis, quelque chose qui est important également, c'est que la R&D, c'est en général fun, ça fait de la stimulation intellectuelle et ça rajoute au plaisir de travailler et de se lever le matin. Donc, la R&D, c'est quelque chose qui est important et qui est à mettre en place directement au démarrage. Alors, quand on démarre aussi, on entend beaucoup « Ah oui, mais l'open source, c'est gratuit ». Attention, alors d'autres étaient passés avant nous, voilà, on peut citer Dalebo, OpenWide, Alterway, les premiers qui ont créé du business sur de l'open source. Ils ont entendu ça à longueur de journée, du matin au soir, et ils ont passé un temps et une énergie énorme à déconstruire le fait que l'open source c'était gratuit, puisque effectivement il n'y a pas de coût de licence, mais c'est pas pour ça que c'est gratuit, vous le savez bien. Il faut bien payer les développeurs, parce qu'encore une fois, à la fin de la journée, il faut qu'ils mangent. Donc nous, on est arrivé un peu une génération après, donc on a eu moins à déconstruire ce discours-là, mais il y a toujours besoin de convaincre, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent avec des poncifs et qui vont vous les mettre dans la tronche dès que vous commencez à leur parler. Le marché aujourd'hui en France, en 10 ans, il est assez mature et il n'y a pas... on n'a pas de grosses questions, c'est pas tous les clients qui viennent nous voir qui nous disent « Ah non, mais c'est gratuit, pourquoi je devrais vous payer il n'y a pas de raison, etc. etc. » Par contre, le conseil que j'aurais bien aimé entendre plus fort avant, c'est que si vous l'entendez, il ne faut pas jouer les Don Quichotte, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Les gens qui vous disent « Ah non, mais l'open source c'est gratuit », vous pouvez leur dire « non, écoutez, voilà, c'est pas comme ça que ça marche, etc. » S'ils ne comprennent pas directement, vous les laissez dans leur coin et vous n'allez pas chercher à dépenser votre énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine. C'est important. On a tendance parfois, avec la passion, à vouloir convaincre jusqu'au bout. Non, mais à un moment donné, il faut savoir pas le faire. L'open source, c'est moins cher. Ça, c'est pas pareil, parce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt quelque chose qu'on va entendre de la part des entreprises numériques du libre au départ. C'est-à-dire que c'est souvent un argument de vente des gens qui vont se lancer dans l'open source. Évidemment, ils ne vont pas dire c'est gratuit, parce que sinon, ils ne vont pas s'y retrouver directement. C'est plutôt les clients qui vont essayer de le dire. Par contre, de dire « Ah non, mais nous, prenez notre produit, parce que notre produit il est moins cher. Prenez notre service autour du produit, parce que globalement, ça va vous revenir moins cher. » Attention, c'est un piège. Si vous commencez avec ce discours-là, vous allez rentrer dans une phase de négociation sur les tarifs et vous allez oublier le fond du problème qui est qu'on ne va pas jouer sur le prix, on va jouer sur la qualité, on va jouer sur l'absence de vendeur lock-in, on va jouer sur la mutualisation possible des outils, on va jouer sur plein d'autres aspects de l'open source qui ne sont pas le prix. Le prix est un sous-avantage de l'open source et quand on parle de c'est moins cher, il faut savoir de quoi on parle. En général, on parle de TCO, Total Cost of Ownership, qui inclut l'ensemble des coûts d'un logiciel,
que ce soit les coûts d'études amont, de possession et de séparation du logiciel. Et là, effectivement, quand on parle de ce TCO, en général, on peut dire l'open source est moins cher sur du TCO. L'open source est moins cher sur de l'acquisition, c'est en général faux. Sur de l'utilisation, ça peut être vrai, mais c'est rarement le cas. Sur du coût total, effectivement, notamment sur les coûts de sortie, qui sont souvent des coûts oubliés dans l'analyse des coûts d'un logiciel, et qui sont moins chers sur de l'open source, parce qu'on a des standards, parce qu'on a de l'ouverture, etc. Donc, le discours, c'est plutôt, à coût équivalent, l'open source va vous amener un meilleur service, quand on est une boîte de service. Donc attention aux pièges des clients qui tirent vers le bas, qui vont jouer sur l'argument prix uniquement. Baisser les prix, c'est aussi baisser la perception de la qualité de la part des clients. Si vous achetez des Nike, en fait, vous achetez des Nike chères parce qu'elles sont chères. Parce qu'à un moment donné, vous achetez la marque de standing, et alors il y a la qualité, certes, mais vous achetez aussi des Nike parce que c'est cher. Si vous baissez les prix, vous allez dire « Ah non, mais du coup, c'est pas cher, donc c'est de la merde, donc j'achète pas ça, je vais plutôt prendre un truc qui est cher, moi ce sera de la qualité. » C'est évidemment faux, mais le raisonnement psychologique des clients, il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir dire non à un moment donné, il faut savoir changer il ne faut pas utiliser ces arguments de vente-là, il faut aller sur des arguments qui sont vraiment sur la qualité, sur le fonctionnel, sur d'autres choses que le prix. Alors, service versus produit. Je vous ai dit qu'on était une société de service. Dans la vie de l'entreprise, dans les 10 ans, on s'est posé un certain nombre de fois la question, est-ce qu'on continue à faire du service ou est-ce qu'on fait du produit? Parce qu'en fait, on fait du service au-dessus d'un produit open source. Donc pourquoi on ne ferait pas un produit qu'on va répliquer, qu'on va vendre en maintenance, etc. La question, elle arrive forcément à un moment donné. Attention, le pivot, il est très difficile. Transformer une société de service en société de produit, c'est très dur. Ça demande un changement qui est structurel et organisationnel. On ne travaille pas dans une boîte qui fait du produit de la même façon qu'on travaille dans une boîte de service. On n'a pas les mêmes rôles, on n'a pas les mêmes façons de travailler, on n'a pas les mêmes façons d'imputer le temps, on n'a pas les mêmes façons de vendre. Et tout ça, ça demande des personnes quasiment qui sont différentes, des compétences qui sont différentes et une organisation qui est différente. Donc transformer du service vers le produit, moi, j'ai jamais réussi à le faire. J'ai voulu le faire plusieurs fois, jamais réussi. Si vous voulez le faire, alors je vous conseille d'une part de ne pas faire un mix, pas faire du service et du produit, mais de faire une transformation à 100%. Ça demande de l'investissement, mais de toute façon le produit ça demande de l'investissement. Et tant qu'à faire, faites-le pas dans votre structure, sortez les produits et faites une autre structure séparée ou une business unit ou quelque chose qui va avoir sa propre vie autour du produit, mais qui sera décorrélé du service. Évidemment, il peut y avoir des liens entre les deux, mais mélangez pas les deux parce que ça ne fonctionne pas. Il y a un moment donné, il faut créer la structure et globalement, au-delà de l'aspect création, qui est la première étape où on va commencer à signer des papiers avec plein de petites lettres qu'on ne comprend pas, il y a plein d'étapes dans la vie d'une entreprise et dans les 10 ans que j'ai pu faire où il faut aller faire des juridiques. Attention, le juridique, en général, on ne comprend pas. Je vous ai dit, moi je suis ingénieur de formation, on n'a pas de formation juridique initialement. La création de la structure, mon avocat il m'a dit attention, c'est pire qu'un mariage là vous vous promettez même pas de tenir la vie entière. Au moins dans le mariage on dit c'est pour la vie, blablabla. Là on signe des papiers qui vont nous lier de façon plus forte qu'un mariage, mais entre associés je parle. Mais par contre on se promet même pas de tenir le coup. Je sais pas les statistiques de rupture d'associés ou de changement d'associés avec pertes et fracas dans les startups et dans les boîtes parce qu'elles sont pas publiques. Je pense que c'est énorme. Moi j'en connais plein autour de moi, je l'ai vécu. Ça fait partie, les problématiques, dès que vous commencez à sortir dans des conflits juridiques, ça fait partie des plus grosses galères que vous pourrez avoir. Donc, passez par des avocats de confiance, ayez un avocat dès le départ, passez par des gens de confiance, des gens qui vous comprennent et des gens qui vont vous expliquer aussi comment ça fonctionne, parce que ok, c'est chiant, ok, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est comme tout, ça peut s'apprendre aussi. C'est pas drôle, mais c'est mieux quand on comprend ce qu'on signe. Voilà, il y a plein de choses, la forme juridique de l'entreprise, les statuts, le pacte d'associés, les contrats de travail, ça concerne tout ça. À un moment donné, en tant que dirigeant, il faut comprendre un peu ce qu'il y a derrière et pas se retrouver perdu dedans. Une question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on va chercher des investisseurs? Alors au démarrage de la société ou pour faire à un moment donné une croissance plus forte. La première réponse que j'aurais moi, c'est ce serait plus facile d'aller chercher des investisseurs quand vous serez rentable. Les investisseurs, s'ils viennent au démarrage avant que vous soyez rentable, une fois que vous serez rentable, c'est eux qui vont récupérer tout le pognon.
Et en plus, vous aurez moins les mains libres, évidemment, pour faire ce que vous voulez. Donc, pourquoi pas? Moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours été hyper content de jamais avoir été chercher des investisseurs parce que ça m'a permis de rester libre, sans mauvais jeu de mots, dans mes choix, dans les objectifs, dans la façon dont on organisait la structure et de garder une direction qui était la mienne, ou en tout cas la mienne plus celle de l'entreprise et des collaborateurs en tout cas. Par contre, si vous avez des objectifs de croissance, si vous êtes droit dans vos bottes sur ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous voulez demain et ce que vous voulez après-demain quand vous aurez revendu la société, parce que souvent c'est ça la question aussi, pourquoi pas aller chercher des investisseurs si vous acceptez la perte de contrôle que ça représente par rapport à la croissance que ça peut représenter aussi. Un mot sur l'image de marque aussi, parce que ça, pour le coup, c'est assez spécifique à l'open source. Enfin, c'est particulièrement vrai dans l'open source. Quand on fait de l'open source, on travaille dans un écosystème. On n'est pas tout seul comme entreprise. On a les logiciels sur lesquels on travaille. On a les communautés avec lesquelles on travaille. On a les partenaires, on a les concurrents qui sont parfois les mêmes. L'écosystème, c'est un écosystème complexe, il faut l'appréhender en tant que tel et il faut surtout le transformer en une force et pas un poids. Il ne faut pas que vous soyez dans votre business open source en train de traîner l'écosystème et que à chaque fois ça vous freine et que ce soit quelque chose qui vous empêche d'avancer, que ce soit dans le développement de votre logiciel ou dans le développement du business. Donc il faut transformer, enfin oui, en tout cas il faut faire en sorte que l'écosystème dans lequel vous êtes, ce soit une force. Comment on fait ça? Pour moi, l'important, c'est d'être moteur et exemplaire envers la communauté, de jouer fair play, et à un moment donné, ça vous reviendra, la communauté vous le rendra d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'un côté business, que ce soit par des contributions, que ce soit par de la reconnaissance. Et ça va construire votre image de marque. Et l'image de marque, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très important, et particulièrement dans le monde open source. Comment on fait pour ça? Il y a plein de manières. Il faut aller à des conférences, il faut passer corps committer sur les outils, il faut organiser des conférences, il faut respecter les règles des communautés, il faut écouter avant de parler, il ne faut pas imposer des choses, il faut discuter. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui vont créer votre image de marque. Et une image de marque, c'est quelque chose qui est important pour faire du business dans le monde open source aujourd'hui. Et ça marche. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous avez une bonne image de marque, eh ben, ça va vous apporter des choses en positif. Par contre, si vous avez une mauvaise image de marque, là, vous allez en subir aussi les conséquences avec des choses très négatives en continu. J'avance un petit peu plus vite. Quelque chose qu'on ne m'avait pas dit au départ aussi, ou que j'avais lu vaguement, c'est faites des indicateurs. Vous commencez une activité, faites des indicateurs dès le démarrage, des indicateurs de vente. Alors pas de nombre de pages vues sur votre site web, même si ça peut contribuer à l'analyse de l'image de marque, mais des indicateurs de vente, de rentabilité, de trésorerie, super important la trésor. Et commencez tôt sur les indicateurs et itérer, complexifier les indicateurs au fur et à mesure que votre business il se complexifie. C'est hyper dur à faire quand vous êtes déjà... Genre à l'heure actuelle, on est 26, on a un business, un modèle organisationnel, un modèle financier, etc. Faire tout ça from scratch, une fois qu'on est dans la production, c'est très compliqué. Si on le fait au démarrage et qu'on itère au fur et à mesure, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc faites-le. C'est des indicateurs pour piloter, pas pour manager. Vous avez en général, vous n'êtes pas une SS2I, vous n'êtes pas Capgemini, vous pilotez pas, vous managez pas vos ingénieurs avec des tableaux Excel. Merci. Si vous voulez de la confiance, si vous voulez garder de la légèreté dans les process, vous avez des salariés qui sont des gens qui sont en général des catégories socio-professionnelles un peu élevées, qui ont une certaine intelligence. Ils détestent le micromanagement, ils détestent remplir des fiches de temps sur des tableaux Excel. Donc attention aux indicateurs, ce n'est pas quelque chose pour manager des gens, c'est pour piloter l'entreprise. Encore une fois, c'est un avis personnel, quoi. Les RH, alors, vous aurez des problèmes de ressources humaines. C'est une réalité. On me l'a dit, on me l'a redit, on me l'a redit. J'en avais pas, puis après, j'en ai eu. Donc, en service, vos collaborateurs, c'est votre capital, c'est critique. Si vous avez plus vos collaborateurs, vous n'avez plus rien dans l'entreprise. Vos problèmes RH, c'est critique, donc vos problèmes RH, ça peut devenir un risque de survie de l'entreprise. Ouais. Un seul incident RH, ça peut s'étendre sur toute la structure si vous le gérez mal ou si vous le gérez à l'inverse.
Dans l'open source, ce n'est pas forcément les profils les plus faciles à gérer en ressources humaines. Il y a des gros geeks barbus, il y a des gens qui sont dans des mondes qui sont très techniques. Le côté ressources humaines, ce n'est pas forcément toujours leur fonctionnement le plus simple. Donc, c'est d'autant plus difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préparer ça le plus tôt possible. Il faut faire du 360 sur toutes les problématiques RH et il faut le faire bien. Il faut y mettre vraiment de l'importance. Il ne faut pas traiter un sujet à la fois, il faut tout traiter. Il faut traiter les signaux faibles. Et qu'est-ce que ça concerne? Ça peut être les rémunérations, le télétravail, les modalités de temps de travail, l'environnement de travail matériel, les process RH, etc., etc., etc. C'est un gros travail. Plus vous le faites tard, plus vous aurez de problèmes, plus vos problèmes ils vont empirer de façon importante. C'est dur. Je vous rappelle que je suis ingénieur de formation. En école d'ingénieur, on n'apprend pas à faire ça. On n'est pas formé pour ça. On n'a pas d'outils, on n'a pas de méthode, on n'a pas de compétences. On a très peu d'appétence en général. Et si c'est subi, ça se fait dans la douleur. Donc ça s'apprend, ça se délègue en partie, pas tout. Mais ça reste un travail qui est difficile. Mais une fois qu'on a mis les choses à plat, c'est plus facile. Sur la partie RH, un petit mot sur le recrutement. C'est la clé du succès pour une boîte de service. Ça fait partie de la marque aussi. Je parlais de l'image de marque. La marque employeur, c'est super important. L'open source, c'est un atout majeur pour le recrutement. Les gens, quand vous allez chercher des gens, vous leur dites, voilà, nous on est un pure player, on fait de l'open source, on contribue, on participe aux conférences et tout ça. Ils ont des yeux qui s'ouvrent comme ça et qui font, ah super, j'ai envie de travailler pour vous. Et super. Ça peut être super chronophage, le recrutement. Attention à la méthodo, il faut structurer le process, c'est hyper important, tant pour l'interne que pour l'externe. Comment vous faites pour recruter en interne? Comment vous expliquez comment vous recrutez à l'externe? Et le plus important, c'est pas la technique. Recruter des techniciens, la technique, ça s'apprend. Alors évidemment, il faut que les gens aient un minimum de base, mais les soft skills, la capacité à travailler ensemble, la capacité à être autonome, la capacité à prendre du recul, à concevoir les choses, c'est le plus important. Et ça se teste aussi. Typiquement, chez nous, on a 3 entretiens d'embauche au moins. Les techniques, c'est le dernier. On fait des 2 premiers entretiens, c'est que du soft skills, c'est que du savoir-être. On va juste discuter avec les gens, leur poser des questions. C'est des questions très préparées, très spécifiques. Et on va pouvoir analyser si la personne elle va se sentir bien dans l'équipe et elle va être motivée et elle va être bénéfique dans l'entreprise. Un petit travers aussi, vous embauchez des collègues, pas des copains. Attention, ça se voit de temps en temps. Lui, il est hyper sympa, je le connais bien, allez, viens travailler avec nous. Il est hyper sympa pour aller boire des coups, mais quand il faut rendre un projet et négocier avec un client parce que c'est le bordel, il ne sait pas faire en fait. J'ai presque fini parce que je suis en retard. Comment on fait pour gérer le changement? C'est une problématique aussi qui est hyper importante. Forcément, à un moment donné, l'entreprise, vous la commencez toute petite, vous avez bien calculé votre coût, vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant, vous allez faire de la croissance. La croissance, c'est un problème de riche, mais c'est un problème quand même. Le timing, la phasage, c'est souvent critique. Le changement est nécessaire aussi parce que votre environnement, il change, les technos, elles changent autour de vous, la communauté, l'écosystème, il change, donc il faut que vous changiez. La croissance, c'est aussi quelque chose qui est demandé par le système économique global actuel. Vous n'avez pas le choix que de faire de la croissance, sinon vous allez vous planter. Je n'ai pas choisi, mais le modèle open source de service en tout cas. La résistance au changement, elle est ancrée dans l'humain. Donc accepter le changement, ça provoque une modification du contrat initial et il va y avoir des gens qui partent. Les gens qui partent, c'est douloureux, c'est difficile au début, ça se travaille. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut accompagner, la résistance au changement, utiliser les personnes moteurs, se séparer des gens qui freinent trop l'entreprise, anticiper si possible les changements et utiliser l'intelligence collective pour travailler ensemble sur ces changements. Globalement, l'entreprise, c'est beaucoup d'équilibre. On est en permanence en train de chercher des équilibres entre des curseurs. Est-ce que je travaille beaucoup sur l'interne? Est-ce que je travaille plus sur l'externe? Est-ce que je fais de la R&D ou est-ce que je fais de la production? Est-ce que je cherche la rentabilité? Est-ce que je cherche le confort? Et tout ça, c'est beaucoup d'ajustements à faire. Il faut faire attention au syndrome de la grenouille. Parfois, je vais ajuster plein de petits trucs au fur et à mesure et puis en fait, je ne m'aperçois pas que ça crée un déséquilibre global qui m'emmène dans une direction que je ne voulais pas aller au départ. Un des conseils les plus importants qu'on ne m'a pas forcément donné au départ, c'est faites-vous accompagner. C'est plus facile d'aller à plusieurs. Faire accompagner par qui? Il y a plein de gens pour vous accompagner, la CCI, la BPI, les acteurs de l'open source, il y en a plein ici, le pôle systématique, les pairs, vos menteurs, l'écosystème, moi, venez me voir. Il y en a plein autour de vous, les autres, juridique, comptable, social, banque, stratégie, R&D, tout ça, il y a des cabinets, il y a des gens qui sont prêts à vous aider.
Il y en a des biens, il y a des banquiers sympas, il y a des gens qui font de la R&D qui sont bien. RH, psychosocial aussi. Faut trouver les bonnes personnes de confiance, chercher autour de vous. Et je termine là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi sur ces 10 dernières années écoulées à faire du service en open source? C'est d'avoir gardé mes valeurs, nos valeurs, parce que c'est les valeurs de l'entreprise et le sens qu'on donnait à l'entreprise et au travail qu'on faisait. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement vrai dans l'open source. Les gens qui viennent chez nous, ils ont des valeurs aussi, ils recherchent du sens. C'est de plus en plus vrai également dans la société. Et c'est quelque chose qui est vraiment un atout quand on fait du business en open source. Ça vous amène une équipe, ça vous motive le matin, ça permet de recadrer chaque action et de savoir qu'on est toujours aligné avec nos valeurs et notre sens. Et ça donne de la force dans le discours de communication aussi à l'externe. Donc commencez par là et finissez aussi par là, afin que ce soit présent toujours autour de vous. Et voilà, je suis à peine en retard. Si vous avez des questions, je pense qu'on aura le temps pour une question. Vas-y. Tu as fini par les valeurs, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs de Splendid? Alors, je suis censé pouvoir te les réciter comme ça, direct. On a une valeur d'expertise technique qui existe chez nous. On a une valeur éthique et intégrité qui est importante aussi et qui va driver un certain nombre de choses. L'open source, on peut considérer ça comme une valeur aussi, c'est-à-dire ouvert, partage. Et on a une valeur d'impact sociétal aussi qu'on essaie de promouvoir. C'est les 4 principales valeurs qui vont être vraiment sous-tendre l'activité. Et puis ensuite, on les décline en un certain nombre de valeurs, de sous-valeurs, typiquement le bien-être au travail par exemple, ou l'équilibre vie pro, vie perso. C'est des choses qui sont inclus quelque part dans l'impact sur la société, si tu veux, mais qui sont aussi des sous-valeurs. Et celles-là, je ne peux pas te les citer toutes parce qu'il y en a une quinzaine. Merci à vous.